Vendredi 12 octobre, alors qu'on attend toujours le nouveau visage du gouvernement, alors que l'opposition se déchaîne pour railler la crise au plus haut sommet de l'État, notre grand invité ce matin est un philosophe, un de ces intellectuels qui participent au débat politique, un chercheur, un intellectuel qui cherche à renouveler la pensée à droite. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre invitation. En 2014, vous aviez publié un essai très remarqué, Les Déshérités, sur la crise de la transmission et la crise de l'éducation dans notre pays. Aujourd'hui, vous revenez avec un nouvel essai publié chez Grasset. Le titre, je trouve très beau, s'appelle Demeure et c'est sous-titré Pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel. Alors dans ce livre, vous nous proposez de déconstruire notre fascination pour le mouvement, pour le changement et vous plaidez peut-être pour un véritable enracinement. Pour cela, vous naviguez entre les différents courants de la philosophie. Mais avant d'évoquer ces philosophes, je voudrais qu'on s'arrête sur le lancement, l'ouverture de votre livre et Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, pour démonter la vitesse, c'était une évidence ? Non, en fait, oui et non. C'était une évidence parce qu'en réalité, ce texte a précédé dans le travail de l'écriture la conscience que j'avais de l'importance de cette question de notre passion du mouvement. C'est un très beau texte qui est assez méconnu, un texte que Saint-Exupéry voulait envoyer et qu'il n'a jamais envoyé, c'est une lettre. Et dans cette lettre, il commence par raconter cette passion de la vitesse qu'il avait quand il était jeune. Et il se demande si au fond cette passion n'a pas été une forme de perte du monde et de la réalité du monde qui l'entourait. Et il me semble que nous aussi, dans le monde contemporain, qui est marqué par l'accélération de la technologie, par l'accélération de l'actualité, nous pouvons avoir peut-être le sentiment de perdre la réalité de ce monde qui est autour de nous, de perdre de vue la réalité de nos vies. Et c'est ce que j'ai tenté de dire dans ce livre, qui n'est en réalité qu'une sorte d'explicitation ou de développement de l'intuition de cette lettre. Vous citez vous citez Saint-Exupéry et vous citez cette phrase Je hais mon époque de toutes mes forces, les hommes y meurent de soif. François-Xavier Bellamy, est-ce que vous êtes à l'aise dans ce monde du XXIe siècle ? D'abord, il y a une forme de révolte qui paraît nécessaire quand on regarde l'actualité de notre monde. Et cette formule, elle me semble s'éclairer de manière étonnante avec la crise écologique que nous traversons, puisque littéralement, dans notre époque, des hommes meurent de soif. Ce que Heidegger appelait la technicisation du monde et qui correspond à cette intuition. Voilà, le désert grandit. Le désert grandit, c'est un désert matériel aussi. C'est le réchauffement de la planète dont nous parlons souvent. En tous les cas, toutes les perturbations de notre équilibre naturel. Mais le désert grandit aussi sur le terrain intérieur. Et nous le voyons bien, la vie intérieure elle-même est un peu asséchée par cette omniprésence de l'immédiateté. Notre propre vie intérieure d'abord et celle de ceux qui nous entourent, de nos contemporains. Et donc oui, d'une certaine manière, l'homme meurt de soif aussi au sens intérieur du terme. Mais une formule comme celle-ci, ça n'est pas seulement un acte d'indignation gratuite, c'est aussi un appel à notre responsabilité. Que faire quand un homme meurt de soif pour aller lui donner ce dont il a besoin? Eh bien nous aussi, et c'était la conclusion de Saint-Exupéry dans ce texte, il faut absolument parler aux hommes. Mais François-Xavier Bellamy, je reviens à la phrase de Saint-Exupéry. Je hais mon époque. Vous aimez votre époque ? Vous y êtes à l'aise ? Non, j'aime le monde dans lequel nous vivons, j'aime la richesse extraordinaire du cœur humain, mais c'est vrai que je crois que nous vivons une époque inquiétante par bien des aspects, et je ne voudrais pas me résigner à ce que cette époque a d'inquiétant et à ce qu'elle a effectivement d'asséchant. Je crois qu'il faut soigneusement distinguer la passion que nous pouvons avoir pour le cœur de l'homme, la passion que nous pouvons avoir pour l'expérience humaine, la passion que nous pouvons avoir pour le monde qui nous entoure, pour cette nature que nous avons reçue. Et il faut soigneusement le distinguer de tous les travers qui constituent cette époque qui nous est donnée, qui a quelque chose de passionnant aussi parce qu'elle nous appelle à la responsabilité. François-Xavier Bellamy, à vous lire, on a le sentiment que notre monde court comme un canard sans tête ? Oui, mais c'est pas seulement à me lire. Je crois que, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire dans ce petit livre, c'est de mettre des mots sur ce qui nous préoccupe. Mais je voudrais pas m'arrêter au seul constat. Encore une fois, il s'agit pas de partager une indignation. Et je crois que, d'une certaine manière, rien n'est plus stérile que la seule indignation. Ce qui compte, c'est de
tous les maux qui traversent notre monde l'occasion d'une action et d'un engagement. C'est aussi d'en faire l'occasion d'une espérance, parce que l'espérance ne consiste pas dans une sorte d'optimisme béat qui voudrait croire que tout va bien. Quand on a toutes les raisons d'être optimiste, on n'a pas besoin d'espérance. C'est quand au contraire les choses semblent aller mal qu'on a besoin d'espérance et qu'on peut faire une occasion d'espérance dans le temps que l'on traverse. C'est quand on est malade, c'est quand on vit l'épreuve économique, l'épreuve personnelle, c'est quand sous toutes ces formes on traverse des situations difficiles qu'il faut justement faire preuve d'espérance. Et bien de ce point de vue-là, notre monde est un moment magnifique pour l'espérance. C'est par la culture qu'on réussira à retrouver du commun, à retrouver un sens ? Oui, je crois, dans ce monde qui est marqué par l'inflation du chiffre et du nombre, par le numérique qui est autour de nous, c'est-à-dire par le fait qu'au fond tout se transforme en chiffres, en big data comme on le dit aujourd'hui. Je crois que nous avons plus besoin que jamais du mot, du sens des mots, du sens de la parole, de retrouver le sens aussi d'une parole qui se partage dans un dialogue authentique et pas seulement dans une sorte de jeu de communication contradictoire. On parlait de la vie politique aujourd'hui. Il semble que les mots et que la parole politique sont malheureusement très fortement dévitalisés. Et là encore, je crois que cette soif que nous partageons aujourd'hui, elle est à elle seule un signe intéressant, le signe que nous avons besoin d'autre chose que des calculs, d'autre chose que des chiffres. Ils sont utiles, bien sûr. Ils sont utiles comme des outils si nous savons ne pas en devenir en quelque sorte les instruments. Nous avons besoin de la littérature ? Nous avons besoin de la littérature, nous avons besoin de lire de nouveau, de peut-être justement, j'allais dire, nous abreuver à ces sources. Alors tout ce que je dis paraît peut-être abstrait aux auditeurs, mais au fond c'est extrêmement concret. Revenons sur la question de la vie politique aujourd'hui. Ce qui menace notre vie politique, ce n'est pas l'absence de technicité ou de compétences de ceux qui peut-être gouvernent notre pays, quelle que soit leur sensibilité. Ce qui nous menace le plus, c'est la difficulté à partager une vision collective. Et cette vision collective, elle suppose de se hisser un peu au-delà des chiffres et des objectifs de croissance. Elle suppose de pouvoir dire quelque chose, de pouvoir parler aux hommes et aux femmes de ce qui nous rassemble. François-Xavier Bellamy, on va parler de la politique, je vous le promets, mais je voudrais qu'on revienne à cette idée du commun et de se retrouver, de se ressourcer, de s'enraciner à nouveau. Là encore, ça passe par la transmission ? Bien sûr, et c'est vrai que... Vous avez été enseignant, je ne l'ai pas dit, je vous ai présenté comme philosophe, mais vous avez été enseignant. Je suis toujours enseignant. Vous êtes enseignant en classe préparatoire, vous avez été aussi enseignant dans des plus jeunes classes, on va dire. Exactement, et c'est vrai que ça a été l'occasion pour moi de rencontrer de façon très directe la réalité de la crise éducative que traverse notre pays. Et là aussi, vous formuliez cette phrase de Saint-Exupéry qui peut nous choquer. L'homme, il meurt de soif. L'homme meurt de soif dans cette époque, mais c'est vrai que la réalité de la crise éducative, qui est d'ailleurs une crise profondément inégalitaire et qui partage notre pays avec une injustice absolue, elle fait que dans notre société aujourd'hui, des dizaines de milliers de jeunes Français passent des années dans les écoles de notre République sans y recevoir les moyens les plus fondamentaux d'accéder à la culture, à la connaissance, au savoir. On sait la difficulté, par exemple, dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture dans notre pays. Ce sont des statistiques qui sont parfaitement connues. Et bien, derrière ces statistiques et ces chiffres, il y a des personnes humaines et des jeunes et des adolescents qui ne sont pas bénéficiaires des moyens les plus nécessaires pour accomplir leur propre personnalité et leur propre talent. Et là aussi, il y a une soif qui me paraît réellement révoltante et qui, là aussi, doit être pour nous tous un appel à l'engagement. François-Xavier Bellamy, philosophe, enseignant, vous êtes aussi un élu politique, vous êtes adjoint au maire à la mairie de Versailles et vous êtes même le directeur de la mission locale. Donc vous êtes en première ligne pour voir ces jeunes qui sont déclassés, ces jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Là aussi, c'est les mots qui leur manquent ? Alors je suis effectivement président de la mission locale de ma ville et de son environnement. Pour rappeler aux auditeurs, une mission locale, c'est une association, donc c'est une fonction bénévole, mais c'est une association qui comporte des salariés et qui accompagne, dans ma ville, c'est 2000 jeunes chaque année qui sont en grande difficulté dans leur insertion professionnelle. Et effectivement, c'est l'occasion d'être au contact de ces jeunes qui sont aujourd'hui aux marges de notre société, non pas parce que quand on est jeune, on n'a pas encore eu l'occasion parfois de faire soi-même de mauvais choix, mais d'abord parce que notre société n'a pas su aussi les accompagner. Donc c'est un travail qui est vraiment décisif, et là aussi effectivement on constate qu'en réalité ce qui souvent leur manque le plus pour pouvoir trouver leur place, mais c'est justement cette capacité d'apprivoiser un langage, et à travers un langage de pouvoir rencontrer l'autre d'une manière qui soit normale et qui soit complète. Et c'est vraiment ce travail de remédiation qui est le premier à faire aujourd'hui. François-Xavier Bellamy, certains disent de vous que vous avez du mal à choisir entre la philosophie et l'engagement politique.
je n'ai pas de mal à choisir, en ce sens qu'il me semble qu'aujourd'hui, l'un et l'autre vont de pair. Alors l'engagement politique, pour ceux qui nous écoutent, ça ne sera pas nécessairement le fait de devenir élu un jour. Et moi, je n'avais pas du tout programmé le fait de devenir élu. Pour d'autres, ce sera le fait de rejoindre un parti, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc il y a beaucoup de formes d'engagement politique. Et d'une certaine manière, nous sommes tous engagés en politique parce que nous sommes tous des citoyens, que nous sommes tous conduits par nos votes, mais aussi par nos actions, par nos paroles, à transformer, à façonner la vie de la cité. Dans quel rôle êtes-vous le plus à l'aise? On vous a beaucoup vu au moment de la manif pour tous, vous les avez beaucoup accompagnés. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus en retrait. Dans le philosophe, dans le professeur, ou dans l'élu, ou le militant politique? En fait, il me semble qu'encore une fois, il n'y a pas de séparation à faire, et là aussi, nous sommes bien souvent intérieurement divisés. Mais je crois que ce qui compte, c'est de vivre dans une véritable unité personnelle les engagements que l'on éprouve. Je prends l'exemple que vous évoquiez à l'instant, celui de la famille. Dans ce texte que je viens de publier, j'essaye de m'interroger justement sur cette envie de tout changer toujours. Et cette envie de tout changer, elle se traduit aujourd'hui, par exemple, derrière la promesse du transhumanisme, par exemple, mais de façon beaucoup plus immédiate, derrière la question de la PMA, de la GPA, où au fond, nous ne voulons pas nous satisfaire de notre condition humaine, et les limites qu'elle nous impose nous paraissent insupportables au point qu'il faudrait les défaire par le pouvoir de la technique. Eh bien, au fond, méditer là-dessus en philosophie, c'est aussi un acte politique, évidemment. Et s'engager en politique suppose de le faire au nom d'une vision, et d'une vision de l'homme qui s'enracine dans une pensée, dans une réflexion, pour ce qui me concerne, en l'occurrence, dans la tradition philosophique. Je crois qu'on ne peut pas séparer tous ces aspects-là, et nous sommes tous appelés à être à la fois des personnes de pensée et d'action. On voit bien que vous êtes un homme de droite qui tentait, en philosophe, de renouveler la pensée à droite. Votre livre s'appelle Demeure. C'est aussi une réflexion sur le conservatisme. Aujourd'hui, le conservatisme a de l'avenir ? Alors d'abord, ce qui compte, c'est moins de renouveler la pensée à droite que de tenter de partager ensemble des constats. Et on peut avoir voté à droite ou à gauche et pourtant essayer de construire ou de reconstruire des diagnostics communs et du coup des engagements communs. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très stérile dans cette pensée qui vient enfermer en quelque sorte dans des camps déterminés nos débats et nos discussions. Quant à la question du conservatisme, moi il me semble que le conservatisme n'est peut-être pas une réponse suffisante aux défis que nous rencontrons aujourd'hui. Nous sommes dans un monde marqué par ce mouvement perpétuel, par cette obsession du changement. Et dans ce monde-là, certains voudraient peut-être, par réaction, tenter de figer les choses, d'arrêter le mouvement, d'interrompre toute action. Moi, ce que je crois profondément, c'est qu'il faut redonner un sens à l'action. Et notamment, il faut redonner un sens à l'action politique. Les politiques nous parlent toujours de réforme, de transformation, de disruption. L'innovation est devenue aussi, dans le monde de l'entreprise, une sorte de valeur en soi. Moi, ce que je dis, c'est que l'innovation et la réforme ne sont pas des valeurs en soi, mais il ne faut pas non plus s'interdire de changer ce qui doit l'être. Et au contraire, si nous voulons demeurer, c'est ce qu'il y a de magnifique dans ce mot, si nous voulons que notre société demeure une société unie, si nous voulons continuer de rester un peuple qui se connaît lui-même et qui sait se projeter dans l'avenir, eh bien nous avons beaucoup de travail à faire et nous avons beaucoup de choses à faire évoluer dans notre vie collective aujourd'hui. Toute personne qui a une demeure, un appartement, une maison, sait combien il faut d'énergie et d'efforts pour pouvoir faire vivre cette demeure. Toute personne qui fait vivre une famille sait que la demeure familiale, c'est un travail de chaque jour. Eh bien, je crois de la même manière qu'on ne peut pas opposer d'un côté, et ça me paraît mortifère, ceux qui voudraient changer et ceux qui ne voudraient rien changer. Ce qui compte, c'est de redonner un sens à notre travail, de redonner un sens à notre effort en le dirigeant de nouveau vers des buts. Il ne s'agit pas de figer le mouvement, il s'agit de le sauver paradoxalement. François-Xavier Bellamy, le macronisme, voilà l'ennemi ? Non, l'ennemi non, mais le macronisme, voilà le symptôme, je dirais plutôt. Le symptôme d'un mal qui nous traversait sans doute assez profondément, qui est l'idée qu'effectivement, le mouvement peut devenir un but. Mais cette intuition qui me paraît d'une incroyable pauvreté, elle a traversé la vie politique française pendant 50 ans, toutes sensibilités confondues. Toutes les élections du dernier demi-siècle se sont faites autour de l'idée de changement. C'est la fascination pour la nouveauté ? Mais ce qui est fascinant dans En Marche, effectivement, c'est ce slogan magnifique qui dit tout, en fait, du problème que j'essayais de toucher du doigt depuis quelques années, c'est-à-dire que être en marche est devenu un but. Or, ça n'a littéralement aucun sens. Être en marche, c'est une chose merveilleuse si vous avancez vers le but de votre voyage, vers le but de votre pèlerinage. Et être en marche, ça peut avoir un sens magnifique, mais si vous êtes au bord d'un précipice, être en marche est vraiment la dernière des bonnes idées. Donc, il faut surtout tenter de redéfinir nos buts plutôt que d'affirmer que la marche est en soi un but. Dire que la marche est en soi un but, c'est la priver de tout sens, parce que ce qui compte dans la marche, c'est le moment où elle pourra s'arrêter et où nous pourrons nous dire, voilà, nous sommes arrivés. Et honnêtement, la droite, aujourd'hui, en France, elle se porte mieux ?
Non, c'est tout le champ politique, je le disais, qui a été traversé par cette espèce de passion du mouvement qui lui a fait paradoxalement perdre un sens. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'Emmanuel Macron a parfaitement vu, c'est que le clivage politique qui partageait la droite et la gauche était un peu épuisé, qu'il n'avait plus beaucoup de signification. Vous non plus, vous n'y croyez plus au clivage gauche-droite? Je crois que la démocratie vit de clivage et qu'elle vit de pluralisme. Et ce serait mon principal point de désaccord avec Emmanuel Macron, qui est persuadé au fond, c'est la dialectique qu'il est en train d'installer pour les élections européennes, qui aurait d'un côté les progressistes et de l'autre côté les populistes, c'est-à-dire soit les gentils, soit les méchants, ceux qui veulent aller de l'avant ou ceux qui veulent revenir en arrière. Je ne me reconnais absolument pas dans cette dialectique désastreuse. Il n'y a pas des gens qui veulent aller vers l'avant et d'autres qui veulent aller vers l'arrière. Il y a seulement une divergence légitime sur l'endroit où il faut aller. Et cette divergence, elle est nécessaire parce que la démocratie suppose le pluralisme. Elle suppose donc les clivages. Mais ce qui compte, c'est que ce soit des clivages intelligents et non pas à la répétition mimétique de contradictions stériles. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. Merci. Je rappelle votre livre publié chez Grasset, ça s'appelle Demeure.